Bonsoir Marat Gabidouline, bienvenue. Vous êtes un ancien membre de Wagner. Je cite Merci. votre livre Ma vérité, l'homme qui défie le Kremlin. Et moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, et c'est chez Robert Laffont. Monsieur Gabidouline, que veut, selon vous, Prigojine? Quel est son objectif? Я думаю, в этой ситуации он Je pense que dans погорячился cette situation, il a un peu и exagéré. решил сыграть Il a против essayé правил. de jouer contre les règles. Вероятнее всего, был какой-то вариант вывода Le из plus этой войны. probablement possible, il y avait une possibilité pour lui de sortir de cette guerre, pour lui ainsi que pour sa milice privée, pour qu'il continue à travailler sur le continent africain, ayant accompli leur rôle en Ukraine. Mais, étant donné que parfois il surestime ses capacités, il a considéré que c'était le moment opportun de s'adresser au président et de faire un choix entre lui, en tant que dirigeant de guerre, et Shoigu. Shoigu qui a démontré son incapacité totale en tant que leader militaire, et je pense que c'est tout à fait évident pour tout le monde. Et donc, lui, d'après lui, il pense que lui, en fait, serait une personne tout à fait efficace et qui a été tout à fait efficace dans cette guerre. Mais il n'a pas tenu compte de plusieurs facteurs. Et le plus important est qu'en Russie, les résultats d'activité, ou plutôt le mérite, n'est pas un critère déterminant pour juger de l'activité d'un homme politique, etc. Et donc, pour le président, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est le plus important pour lui, c'est que l'équipe qui est autour de lui, qui en réalité n'est pas capable pour faire des choses constructives, car totalement soumise à lui, donc cette masse grise. Donc pour lui, le plus important, c'est que cette masse grise reste à ses côtés et continue à le soutenir, car sinon, ces personnes vont tout perdre si la situation devait changer. Donc vous ne croyez pas à l'idée que Prigojine souhaite être président de la Fédération de Russie? Hier, vous ne vous êtes pas dit il va tenter de prendre le pouvoir. Vous n'y avez pas cru? Non, catégoriquement, je n'y ai pas du tout cru. Il ne voulait pas devenir président de Russie. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas son objectif. Son objectif était lequel alors? De sauvegarder son business? C'était ça l'objectif absolu de Prigojine avant toute chose, quitte à se mettre en danger, quitte à être éliminé par Vladimir Poutine? Je ne dirais pas conserver son business, car son business, il est sécurisé. Au moment de cette démarche, il était assis sur un cheval blanc, pour ainsi dire. Il avait des positions assez confortables, mais son ego a pris le dessus. Et son ego lui a déjà joué de tours. Par exemple, le 8 février 2018, car il a été sous les frappes de l'aviation américaine. Ceci a été une conséquence de sa foi en ses capacités exagérées. Donc son business, il était déjà sécurisé. Il aurait pu continuer à travailler tranquillement. Simplement, il voit de façon exagérée son importance dans l'affaire de la Russie. Est-ce que vous croyez que Prigojine va vraiment être exilé en Biélorussie, qu'il va accepter ce sort et se retirer dans le pays de Loukachenko?
Je ne sais pas si cet exil pourrait être nommé ainsi. C'est le temps qui le montrera. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait les choses beaucoup trop vite et il est devenu incontrôlable. Et donc, il a rendu plus difficile le fonctionnement du projet africain. Mais ils vont changer de tactique, ils vont trouver d'autres moyens d'agir, car le projet africain est considéré comme ayant du succès, non seulement en Russie d'ailleurs. Ce que vous nous dites est très intéressant, c'est que Wagner pour Poutine, Wagner pour le Kremlin, est plus important que Prigojine et qu'ils font la différence entre les deux. Donc Prigojine n'a plus de raison d'être s'il est un obstacle à ce fonctionnement, c'est ça que vous dites ? Tout d'abord, il faut partir du postulat que la milice Wagner est une possibilité de promouvoir les intérêts de Poutine à l'extérieur, à l'étranger. En fait, c'est une entreprise d'État qui a été transmise pour la gestion dans les mains de Prigojine. Il n'a jamais été propriétaire de ce projet. Il a été le gestionnaire de ce projet. Il était efficace, certes, mais il n'était que gestionnaire. Il n'était pas le propriétaire. Et donc, le fonctionnement de ce projet est très important, oui. Donc Poutine pourrait éliminer Prigojine, selon vous? C'est une possibilité? Non, je ne pense pas. Il en a besoin. Il est très efficace, d'après les standards russes. D'autant plus que beaucoup de choses et beaucoup de personnes, en fait, dépendent de lui personnellement en Afrique. Donc, Poutine en a besoin. D'autant plus que si on pouvait parler aujourd'hui de l'état des choses sur le front, quand la milice Wagner est sortie de la zone de combat, donc aujourd'hui ils sont en train de réaménager leurs forces. Ils continuent de jouer le rôle de réserve d'opération, et disons les forces de réserve qui restent très efficaces. On a du mal à comprendre combien d'hommes sont encore disponibles, fidèles à Prigojine. Quel est le volume de ces soldats ? J'ai aussi du mal à répondre à cette question. C'est une question très difficile. Mais je pourrais dire que dans tous les cas, il ne faut pas les voir comme les personnes qui se trouvent à l'extérieur des réalités russes. Ce sont les personnes qui ont eux-mêmes la mentalité russe. Ils ont été placés comme Prigojine dans des conditions spéciales, particulières. Mais tout d'abord, ce sont les Russes. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, tout le monde n'ira pas jusqu'au bout avec lui. Donc vous pensez, en gros, que Prigojine va être puni, qu'il va aller en Biélorussie, qu'il va faire profil bas quelque temps, mais qu'il est tellement indispensable au fonctionnement de Poutine et à son assise en Afrique, en Amérique du Sud, qu'après un certain temps, il reviendra aux affaires? Oui, tout à fait, je pense qu'il reviendra. Par ailleurs, je ne crois pas beaucoup au postulat que Prigojine pourrait avoir affaire en Amérique latine. Ah oui? Prigojine n'a pas d'affaire en Amérique du Sud, ce que vous nous dites? Vous comprenez que l'Amérique latine, si on devait prendre Venezuela par exemple, c'est un programme de contournement de sanctions. On travaille avec le pétrole
lourd de ce pays. Et donc, il faut effectuer une série d'opérations avec ce pétrole. Donc, en Russie, il existe d'autres personnes qui sont spécialistes dans ce domaine et qui ont, disons, des moyens et d'autres spécialistes. Prigojine ne s'en est jamais occupé, ce n'est pas sa spécialité. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il va, disons, tirer les marrons chauds du feu pour quelqu'un d'autre? Il s'est déjà brûlé en Syrie et il a combattu. Ces combattants, nous, à l'époque, nous avons fait notre bol pour combattre et pour détruire l'État islamiste à l'époque, en tout cas dans les territoires dans lesquels nous combattions. Mais, disons, les affaires les plus lucratives qui n'ont pas été touchées, disons, par la guerre, ce n'est pas lui qui les a eues. C'est un autre oligarque russe qui a eu accès à ces affaires. Et donc, pour lui, c'était difficile à l'accepter. Est-ce que Prigojine peut compter sur le soutien de ces hommes, quoi qu'il advienne? Est-ce que ces hommes l'accompagneront? Il a une équipe de personnes fidèles. Oui, il peut compter sur ces personnes. Et je peux dire que du point de vue militaire, ce sont vraiment des vrais professionnels militaires. Disons, des personnes qui pratiquent la guerre. Mais leur relation avec la guerre, en fait, ils voient la guerre comme une compétition. Ce qui est le plus important pour eux, c'est juste de gagner. Et ensuite, les considérations morales, ça n'a pas d'importance pour eux. Oui, c'est une cohorte de personnes. J'ai travaillé avec lui, avec eux. J'ai été subordonnée de ces personnes. Et je peux dire que certaines de ces personnes peuvent être vues comme des génies de guerre, des vrais tacticiens. Oui, ces personnes pourraient l'accompagner jusqu'au bout. Je voudrais revenir à ce qui s'est passé hier. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que Prigojine et Wagner aient pu prendre Rostov-sur-le-Don en 3 heures, qu'ils aient pu faire ça aussi facilement? Premièrement, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu... Et puis, je voudrais dire que c'est un groupement qui est très opérationnel. C'est de l'infanterie. Ils sont très légers et ils peuvent se déplacer très rapidement. Et pour les forces armées alourdies par les infrastructures, par les armes lourdes, de tels types de vitesses de déplacement ne sont pas possibles. Et donc, ce sont les hommes, quelle que soit notre relation ou notre point de vue à leur égard, ce sont des gens qui sont devenus de vrais professionnels pendant cette année qui s'est écoulée. Et bien évidemment, les militaires ne voudront pas, n'auraient pas voulu leur faire des obstacles parce qu'ils auraient eu peur, tout simplement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Monsieur Gabidouline, lorsque vous avez vu les véhicules, les blindés de Wagner prendre la M4 et monter vers Moscou? Je pensais qu'une partie de force pour démontrer un avancement vers Moscou a été envoyé par Prigojine pour créer, disons, l'illusion qu'il est vraiment en train d'avancer vers Moscou.
Oui, ils ont formé des colonnes, ils ont commencé à avancer, mais la plus grande partie de ces militaires et de ces équipements sont restés à Rostov. Donc les troupes de Wagner, selon vous, vont continuer de se battre sur le front ukrainien, comme elles l'ont fait depuis plusieurs semaines maintenant ? Aujourd'hui, ils ont été sortis des zones de combat actifs. Mais on peut l'expliquer parce qu'ils ont passé plus de 8 mois en alerte permanente. Ce sont des attaques permanentes. Le hachoir de Bakhmout, ce sont les attaques permanentes qui ne s'arrêtent pas une seule journée. Donc, ils ont besoin de repos, tout simplement. Donc, on les a sortis. Ils sont à l'arrière du front. Ils se reposent. On fait le service de leur équipement militaire et ils se préparent, en fait, à exécuter les ordres à venir. Aujourd'hui, surtout à la lumière de la contre-offensive ukrainienne, est un facteur très important. C'est une réserve de forces armées très opérationnelle. Donc, le commandement russe ne va pas tout simplement s'en séparer aussi facilement. Ils en ont besoin. Un dernier mot, vous nous avez expliqué, selon vous, Prigojine s'est laissé prendre par son ego. Il s'est vu plus beau qu'il ne l'était, plus fort qu'il ne l'était. Est-ce que, selon vous, la leçon est retenue? Ou est-ce qu'à l'avenir, il y a une chance qu'un jour, Prigojine recommence, remette des gens sur la route et soit tenté à nouveau de prendre Moscou? C'est difficile à dire. Regardez combien de temps il lui a fallu après 8 février 2018. C'était une leçon très sérieuse. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était vraiment une défaite importante. Donc, oui, il a tenu pendant 4 ans. Et j'ai pensé personnellement qu'il a tiré des conclusions pour lui et qu'il a appris à se retenir. Mais non, il n'a pas tenu. Donc, c'est très difficile à dire si et quand cette récidive aura lieu. Merci beaucoup. Merci Marat Gabidouline d'avoir été avec nous. Ma vérité, l'homme qui défie le Kremlin, c'est chez Michel Lafon. Michel Lafon, la maison d'édition. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.